Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver, heureux de vous retrouver pour les contrepoints de la santé ici à la Villa M, pour la magnifique Villa M que nous sommes vraiment heureux de retrouver après l'été. Bonjour Philippe, bonjour Renaud Degas avec Philippe Leduc et Renaud Degas. Nous recevons Marie Daudet. Bonjour madame, vous êtes la directrice générale de la Direction générale de l'organisation des soins. À l'époque, on disait la direction des hôpitaux. Mais maintenant, c'est la direction, depuis quelques années quand même, la direction générale de l'organisation des soins. Sciences Po, c'est bien. ENA. Vous avez donc également, vous êtes issu du ministère de la Santé. Vous avez fait votre brillante carrière très largement dans le ministère de la Santé, mais sauf 3 ans. 3 années, vous avez été à la mairie de Paris. D'ailleurs, je me dis que vous n'êtes pas la seule d'ailleurs à avoir fait mairie de Paris, ministère de la Santé, hein. Vous êtes nombreux? Un commentaire? Non, pas de commentaire, mais effectivement, on est plusieurs. C'est la voie royale, mairie de Paris, puis ministère de la Santé? Je ne crois pas qu'on puisse dire ça, non. Non. Voilà, merci d'avoir donc accepté notre invitation dans un moment difficile pour notre système de santé. Nous allons vous demander malgré tout, évidemment, comment vous envisagez votre exercice et en particulier renforcer le système de santé dans cette période, on peut le dire, de pénurie. Il y a d'autres questions, d'autres sujets, nous le verrons, mais en tout cas de pénurie de soignants. C'est une grande inquiétude à la fois pour les citoyens et puis également pour les professionnels de santé. Donc nous traiterons de ces questions à la fois structurelles, les questions de moyens, les questions de plateau technique, d'organisation et de ressources humaines qui dépendent de votre direction, une des grandes directions du ministère de la Santé. Cette émission a été enregistrée ce mardi 26 septembre dans la matinée, donc je le disais, à la Villa M qui nous accueille. Merci à nos partenaires BVA, Groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision et CARE. Et c'est Philippe qui va commencer, comme d'habitude, par poser la première question. Pas trop longue. Pas trop longue, très courte. Merci d'avoir accepté notre invitation. À la Direction Générale de l'Offre de Soins, vos missions sont colossales. Très nombreuses et difficiles, Pascal l'a dit. Alors on va scinder les différents thèmes, il y en a beaucoup. On a beaucoup de questions à vous poser. L'un des enjeux majeurs du système de santé, c'est de renforcer les coopérations entre soignants, la coordination des soins pour mieux prendre en charge les maladies chroniques et les polypathologies qui progressent à la vitesse du papy-boom. En 30 ans, le nombre de centenaires a été multiplié par 30. On en a 30 000 exactement aujourd'hui. C'est pour ça que Philippe est un peu réjoui. Il voit les perspectives. Et ça va continuer avec Pascal. On espère qu'il va tenir le coup. Or, la DGOS, donc, elle a la réputation d'être hospitalo-centrée de par son histoire, parce que c'était la direction des hôpitaux. Alors, justement, la question, c'est comment, dans la réalité, accroître les relations ville-hôpital, ce qui est votre objectif, public-privé et globalement interprofessionnel, tout en redéfinissant, parce que c'est obligatoire, les compétences de chacun, ce qui fait beaucoup de problèmes. Donc, votre objectif, c'est de vous ouvrir davantage à la médecine de ville, alors que justement, c'est l'assurance maladie qui s'occupe de la médecine de ville. Alors, par rapport à ce défi de faire en sorte que tous les professionnels travaillent ensemble, que ça soit mieux coordonné, qu'il y ait une meilleure de coopération, et que l'assurance maladie ait une grosse partie quand même de l'organisation des soins avec les médecins de ville et les professionnels de ville, comment vous allez procéder ? Alors, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, il est certain que, vu la situation dans laquelle on ne peut plus travailler en silo et qu'il faut qu'on ait une vision globale du système de santé. Seuls les professionnels n'y arrivent pas, puisqu'on est dans une situation, notamment, vous l'avez dit, avec une forte hausse de la demande liée au vieillissement de la population et à l'accroissement des maladies chroniques, mais on est aussi dans une pénurie d'offres, puisque on a
un sujet de démographie médicale aujourd'hui, de démographie de soignants, qui fait que pendant quelques années, on a un effet ciseau entre l'offre et la demande. Et donc ça, on ne peut pas s'en sortir en ayant une vision hospitalo-centrée ou ville-centrée du système de santé. Le système de soins, il est un. Les professionnels sont multiples. Ils ont chacun des compétences différentes. Mais il faut qu'on arrive à faire travailler tout le monde ensemble et avoir une vision stratégique du système. Et pour ça, il faut qu'il marche sur ses deux jambes. Et ces deux jambes, c'est l'hôpital d'un côté et la ville de l'autre. Alors comment vous faites alors? Parce que le constat, on connaît bien, il est partagé, mais depuis un certain temps, on n'y arrive pas. Alors, je ne dirais pas qu'on n'y arrive pas, je dirais qu'on essaye en tout cas de progresser et d'avoir cette vision globale. Après, tout ça ne se fera pas en un clic. Les problèmes sont trop lourds pour pouvoir avoir une baguette magique et donc il faut qu'on agisse sur plusieurs leviers. Et ces leviers, ils sont communs à la ville et à l'hôpital. Donc, vous parlez des coopérations, de la collaboration avec l'assurance maladie. L'assurance maladie, elle a effectivement sur la ville le levier et l'outil des négociations conventionnelles et du financement, mais elle a besoin de l'État et des services de l'État et notamment de la DGOS pour avoir ensemble pouvoir structurer l'offre de demain qui est une offre à la fois ville et hôpital. Donc comment on fait? Donc avec l'assurance maladie, on travaille de façon tout à fait coordonnée, on se voit régulièrement. Vous le savez de toute façon que pour les négociations conventionnelles comme pour le cadrage financier, il leur faut une lettre de cadrage des ministres. Donc par définition, ils travaillent pas tout seuls dans leur coin. Donc on fait ça ensemble et on essaye effectivement à la DGOS, et ça depuis plusieurs années pour le coup, de ne plus être la direction des hôpitaux. Je pense que il y a des bureaux spécifiques chez moi qui traitent de la ville et qui sont en lien avec la CNAM. Et donc on essaye d'avoir cette vision globale. Et donc quels sont les trois leviers? On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais quels sont les trois leviers sur lesquels on peut agir en commun avec l'assurance maladie? Il y a la démographie d'un côté, donc c'est tout ce qu'on a fait sur les études médicales récemment, j'y reviendrai, mais sur la réforme des études médicales et sur le fait qu'on augmente. Vous savez qu'on a supprimé le numerus clausus, on est passé à un autre système avec des objectifs quantifiés nationaux pluriannuels à 5 ans, donc on y reviendra peut-être tout à l'heure. On agit sur la répartition des professionnels sur territoire, tout à fait en lien avec la CNAM, puisque vous savez que dans les conventions, il y a des systèmes de ce qu'on appelle... beaucoup de conventions cet été, avec exactement, des obligations pour certaines professions. Exactement, ce qu'on appelle l'installation conditionnée, voilà. où on a notamment... Pour les médecins, mais pour les autres. Sauf pour les médecins, oui. Voilà, c'est-à-dire, excusez du peu. On va y arriver. Donc ça, c'est la partie démographie. On agit sur tout ce qui est organisation des soins. On y reviendra aussi, que vous parliez de coopération. Donc on travaille beaucoup sur l'exercice coordonné, sur le fait de ne plus avoir comme modèle unique en ville un modèle libéral avec un médecin seul dans son cabinet. Vous savez qu'on travaille sur tout ce qui est avec développement. On y reviendra aussi, des structures d'exercice coordonné, des CPTS, des maisons de santé, des centres de santé. Et puis on travaille sur la prise en charge des pathologies, et la prise en charge, ça passe par de la coopération entre les professionnels, donc et notamment des protocoles de coopération entre médecins et infirmières par exemple, médecins et pharmaciens. Ça passe aussi par de la délégation de tâches et de compétences. Donc ça, c'est les trois grands leviers sur lesquels on travaille en lien avec la CNAM. Et au centre de tout ça, il y a la coopération ville-hôpital qui effectivement est majeure, vous l'avez cité tout à l'heure. On voit bien par exemple si on prend la crise des urgences, que les urgences, elles ne peuvent pas s'en sortir s'il n'y a pas la ville en amont et en aval qui puissent prendre le relais. Voilà, donc c'est très important de travailler ensemble. Oui, je poursuis, puis on va... Oui. Vous avez l'impression que toutes les mesures que vous prenez aujourd'hui sont à la hauteur? Est-ce qu'elles sont à la hauteur? D'ailleurs, en réalité, ce n'est pas nécessairement votre responsabilité. Vous êtes directrice générale de l'organisation des soins, il faut le dire, de l'offre de soins. De l'offre de soins depuis une année, je crois, dans quelques jours, oui, ce sera une année. Donc, de ce point de vue-là, c'est une question générale. Vous avez en revanche, évidemment, la charge de régler beaucoup de problèmes. Est-ce que vous avez l'impression que toutes les mesures que vous nous citez, dont on voit bien le sens, le diagnostic est partagé, disiez-vous, mais est-ce qu'elles sont à la mesure des enjeux que nous avons aujourd'hui? Et dans le fond, est-ce que quand on est à votre place, c'est pas parfois un peu énervant de se dire il nous manque des médecins, les urgences vont pas, est-ce que vous êtes à la mesure des enjeux? C'est la question de Pascal. Je crois que quand on travaille dans le système de santé, dans l'administration sanitaire et sociale, on est un peu Sisyphe d'une certaine manière. On pousse son rocher et puis il faut le repousser tous les matins. Aujourd'hui, encore une fois, il n'y a pas une solution magique. Si elle existait, je pense qu'on l'aurait trouvée. Donc il faut qu'on agisse avec plusieurs types de leviers. Alors est-ce que c'est à la hauteur? Moi, je pense que tous ces leviers actionnés ensemble sur la durée,
on finit par faire bouger les choses. On le voit quand même d'ailleurs. Il y a 10 ans, il y avait des tas de choses qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas. Et aujourd'hui, on essaye de progresser, encore une fois, dans tout ce qui est coopération, répartition sur le territoire. Bon, est-ce que c'est assez... Selon vous, l'été s'est passé comment ? Selon vous ? Alors, c'est une question piège. Parce que... C'est Philippe qui me l'a soufflé, excusez-moi. Parce que le système de santé, il a tenu cet été. Il a tenu, voilà. On peut dire que l'été s'est passé. Nous, on a la sensation, et on a pour ça quand même des suivis, c'est pas que du ressenti, on a des suivis d'indicateurs objectifs, et on a été en lien tout l'été de façon quotidienne avec les directeurs généraux d'agences régionales de santé, puisque c'est eux qui sont sur les territoires. On voit qu'il n'y a pas eu d'aggravation de la situation, en tout cas par rapport à l'été dernier. On a surveillé les fermetures partielles, les fermetures totales, notamment, vous savez que les urgences sont très monitorées, puisque c'est beaucoup ça le sujet en été. Et donc, ce que les DG d'ARS ont fait remonter, c'est qu'il y avait des endroits où ça allait mieux, il y avait des endroits où c'était stable, certains endroits où la situation s'était aggravée, mais que globalement, sur le territoire, on reviendra, Pascal, le système a tenu. Sur les urgences, que c'est un effet important. Juste, oui. Si je peux terminer, en revanche, c'est vrai que les professionnels sur le terrain n'ont pas forcément eu cette sensation systématiquement. Et donc, ça a pu créer un hiatus dans les échanges qu'on a eus. Nous, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que malgré tout, l'été s'est passé correctement et qu'il faut maintenant avancer pour essayer de consolider tout ça. Et on y reviendra notamment sur les urgences, pour consolider tout ça pour les mois qui arrivent. On va y revenir, Philippe a raison, mais on a quand même été surpris, un petit commentaire. On savait que parfois, dans certains territoires, ça se passait difficilement. Mais enfin, le CHU de Bordeaux qui ferme ses urgences, ça nous a, même nous, journalistes, ça nous a quand même surpris. Avant l'été même. Ouais. Et puis, on a quand même appris également, et on reviendrai là-dessus, que malgré tout, pour voir effectivement le verre à moitié plein, on nous a dit que à la PHP, les infirmières revenaient un peu. C'est vrai, ça ? C'est Nicolas Revel qui communique là-dessus. Il a raison. Bon, vous savez d'ailleurs, il est venu vous voir, je crois. Vous avez échangé il y a plusieurs mois déjà, mais il a lancé un grand plan qui s'appelle le plan 30 leviers. Objectivement, ils font un travail assez remarquable, oui. Les infirmières reviennent, les lits rouvrent. Il a beaucoup communiqué là-dessus, mais il va rouvrir entre 300 et 400 lits d'ici la fin de l'année. Oui, tout à fait. Donc, il arrive à inverser la vapeur, beaucoup par un... Et c'est encourageant d'ailleurs, beaucoup avec des systèmes très localisés, c'est-à-dire et des systèmes et des propositions de mesures qui sont axées sur l'organisation du travail et sur les conditions de travail. La journée de 12 heures, la semaine de 4 jours, le fait que le service récupère plus de responsabilités qu'il en avait. Il a beaucoup joué sur le rapprochement, le management de proximité, et c'est assez encourageant de voir que ça fonctionne. On va parler un peu d'argent. Oui, d'argent, mais sur la tarification, mais pour avancer, prenons un exemple concret sur la réforme. Justement, en ville, désormais, les pharmaciens vont pouvoir prescrire des antibiotiques en cas de cystite ou d'angine, sous condition de faire un TROD, un test d'orientation diagnostique. Alors c'est assez révolutionnaire parce que les pharmaciens vont prescrire, ce qui était dévolu habituellement aux médecins, et ça montre bien la tendance actuelle de redéfinir les missions et les compétences de chacun. Alors dans cette logique, alors c'est passé un petit peu, pas inaperçu, mais enfin il n'y a pas une montée forte d'opposition des autres professionnels de santé, des médecins en particulier. Pour une fois, mais ça va peut-être venir. Ils ont annoncé une grève le 13 octobre. Mais puis, est-ce que ce moment de prescription pour les pharmaciens, est-ce que c'est très emblématique et quelles sont les prochaines étapes? Et c'est comme ça que vous voulez fonctionner? Alors, ce qu'on peut dire sur cette mesure-là, qui est une mesure effectivement du PLFSS 2024, c'est qu'elle est à la fois nouvelle et à la fois ancienne. Elle se met dans les traces de ce qui existait, qui étaient des protocoles de coopération qui ont été lancés, et notamment et dont le champ a été élargi à l'occasion de la crise Covid en 2020. Et donc, ça se faisait de façon expérimentale et protocolaire, ça se faisait dans certains territoires, et notamment là où il y avait des structures d'exercice coordonné et des CPTS. Et maintenant, c'est généralisé. Donc, on voit bien que
qu'on arrive quand même à poser des briques et à avancer dans un sens qui nous permet de simplifier les choses. Oui, bien sûr que c'est important, oui. Bien sûr que c'est d'une certaine manière l'avenir qui est de continuer à essayer de partager et de déléguer des tâches dans le respect bien sûr du rôle de chacun et notamment de celui du médecin traitant, mais d'avancer sur des pathologies comme ça assez simples entre guillemets, de pouvoir essayer de simplifier la vie de tout le monde. Les prochaines étapes de partage des tâches avec d'autres professionnels de santé, vous travaillez sur quoi actuellement ? Bon, le chantier, il est multiple, hein, mais il y a des réflexions qui sont en cours sur la profession infirmière, sur les IPA, voilà. Mais pour le moment, là, c'est une première étape. Oui, ça méritera qu'on s'y attarde quand même. Il y a un peu de raidissement quand même, hein, les médecins. Alors, j'ai vu d'ailleurs cet été que les pharmaciens hospitaliers n'appréciaient pas nécessairement que les pharmaciens d'officine puissent venir également travailler à leur place dans des établissements. Chacun dans son silo. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, ça ? Il y a pas mal de pharmaciens hospitaliers et d'officine qui nous regardent. Je pense qu'on a un problème aujourd'hui en PUI, effectivement, où on a des endroits entiers du territoire où on n'arrive pas à remplacer des pharmaciens hospitaliers, lorsqu'ils sont notamment seuls dans leur PUI et par exemple qui partent en congé, qui sont malades et que ça paralyse tout le système. Et je pense qu'il faut qu'on soit pragmatique. Ouais. Et qu'aujourd'hui, on a un problème, on a une difficulté et qu'il faut essayer de la régler du mieux possible. Encore une fois, dans le respect des compétences de chacun. Donc, si on prend une mesure qui va dans ce sens, il faudra qu'elle soit transitoire. Il faudra qu'elle soit encadrée, notamment sous l'égide du DG d'ARS. Mais aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas ne rien faire. Il faudra qu'on reparle quand même des IPA, hein, qui à la fois, ça c'est une réforme, tout le monde a l'air d'accord, mais après on nous dit que finalement il n'y en a pas assez, qu'elles sont mal payées, enfin, etc. On reviendra là-dessus. Dites-moi, sur les tarifications, si vous voulez bien maintenant, tarification au parcours, parce que tout ça, c'est évidemment de la stratégie, c'est tout à fait de la politique, c'est très très important, mais enfin, le diable est toujours dans les détails, c'est-à-dire quand on veut à la fois réorganiser le système, vous donnez l'impression effectivement que vous voulez changer les modes de tarification, et notamment tarification au parcours. Vous voulez nous expliquer un peu comment ça peut se passer et qu'est-ce qui pourrait bloquer, qu'est-ce que ça changerait pour arriver à avoir une vision globale de partage en réalité des responsabilités entre les professionnels ? Parce que ça fait longtemps qu'on en parle et on n'a pas l'impression que ça avance très vite. C'est important. Tarification au parcours. Alors, effectivement, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est des embryons de réflexion et d'expérimentation. Donc, vous savez que la tarification au parcours, elle est expérimentée, notamment dans le cadre de certaines expérimentations, article 50, article 51. On y réfléchit aussi, on y reviendra peut-être après, dans le cadre de la future réforme du financement de l'hôpital. Donc, il y a des briques qui sont posées. Les expérimentations, c'est fait pour être évaluées et voir comment on peut les généraliser. Ça fait partie des réflexions qu'on a. Voilà. Ça ne va pas trop lentement, ce ne sont pas quand même des expérimentations. Oui, là aussi, tout le monde nous dit les articles 51, c'est bien. C'est souvent d'ailleurs, quand les acteurs s'y engagent, ils disent « Ah bah oui, c'est vrai, on a reçu de l'argent pour faire des expérimentations organisationnelles, c'est super, mais que c'est très long, très lourd, etc. » Alors oui, sur les articles 51, c'est intéressant parce que c'est vraiment une collaboration ministère, DGOS et Assurance Maladie qui travaillent bien ensemble. Mais ce qu'on nous dit aussi, parce qu'elle a raison, c'est qu'on ne voit pas comment on va en sortir. On ne voit pas à quoi ça va servir, comment ça va rentrer dans le droit commun. On n'a pas assez réfléchi à la suite. On en est où les articles 51 ? Alors, les articles 51, les premiers, ils ont commencé il y a 5 ans. Une expérimentation, justement, ça dure 5 ans. C'est ce qu'avait prévu la loi. Donc, on est maintenant, on arrive effectivement au bout de plusieurs d'entre elles et de façon assez nombreuse. Donc, il y a tout un process d'évaluation qui est mis en place. Vous l'avez dit, avec l'adresse et avec la CNAM, l'assurance maladie. Donc, il faut attendre que ces évaluations se fassent jour pour voir comment on généralise, ou en tout cas on laisse, on fait en sorte que ça se produise pas forcément sur tout le territoire, mais que ça soit possible pour tout le monde. C'est plutôt comme ça qu'on envisage les choses et c'est comme ça qu'on travaille. Et donc là, on arrive effectivement à un tournant où on va voir celles qui peuvent basculer dans le droit commun et celles qui s'arrêtent. À votre avis, il y aura beaucoup de morts ?
dans cette affaire. Ça, c'est sûr que sur la petite centaine qui arrive à expiration cette année et l'année suivante, puisque c'est sur 2 ans là qu'on arrive à la fin des expérimentations, toutes ne seront pas retenues, non, ça c'est sûr. Pascal, Pourquoi Pour trop d'argent, ça coûte trop cher. Alors, il y a tout un process d'évaluation qui est en place, avec notamment des indicateurs d'impact, parce que les résultats sont pas à la hauteur. Et il y a des objectifs ne sont pas atteints. Oui, alors la T2A, tarification à l'activité, là aussi, il y a une remise en cause. D'ailleurs, le président de la République lui-même a souhaité que les choses évoluent. Où allez-vous ? Où allons-nous ? Où allez-vous ? On connaît à peu près, on sait à peu près, le diagnostic a été posé que elle pouvait rendre difficile quelques pratiques, notamment médicales, psychiatrie, etc., prise en charge de soins palliatifs, évidemment, on en parle beaucoup. Bon, les cliniques privées, visiblement, ne sont pas pour. Comment vous sortez de cela et dans quelle direction ? Parce que la tarification à l'activité a eu aussi de gros avantages, non ? Enfin, je fais pas les réponses, je pose les questions, mais... Alors la tarification à l'activité, elle a quasiment 20 ans aujourd'hui et je crois que ces avantages comme ces limites ont été largement documentés dans le débat public. Et le président de la République a été assez clair, il a donné la direction. Il ne s'agit pas de supprimer la tarification à l'activité ou d'y renoncer, il s'agit d'en faire un élément moins central de notre système de financement. Et donc on arrive, je pense, avec ce PLFSS à une solution qui est relativement équilibrée, où on met en place 3 compartiments de financement, un compartiment tarification à l'activité pour tout ce qui est soins protocolés, on va dire habituels et attendus. On met en place un compartiment à la mission où il y aura une dotation socle qui permet de financer des activités qui, elles, sont mal aujourd'hui financées par la T2A parce que, justement, elles doivent être un peu partout sur le territoire et ne pas forcément répondre à une logique d'activité. C'est le cas notamment des soins critiques, par exemple, ou des soins non programmés qui désorganisent beaucoup l'organisation, notamment de nos hôpitaux publics. Et on aura un 3e compartiment sur lequel il faut qu'on travaille encore, qui devra prendre en compte des financements liés au parcours, justement, ce qu'on évoquait tout à l'heure, et à des objectifs de santé publique. Donc on a 3 nouveaux compartiments. C'est assez rassurant pour les fédérations et les établissements en réalité, parce que vous voyez bien que on ne bouleverse pas le système d'un coup. En revanche, on le fait quand même très structurellement avancer, et notamment sur ces 2 derniers compartiments qui sont ceux qu'on va devoir travailler en 24. Le PLFSS 24, il pose des briques et il faut qu'à partir de 2025-2026, on puisse avoir progressé là-dessus. Justement, les délais, parce que là encore, on parle depuis longtemps. À l'hôpital public, c'est jamais que 50 ou 60%. Dans les privés, c'est 80% de T2A. Mais on a l'impression que ça avance pas très vite, là encore. Vous dites de 25-26. 26, qu'est-ce qu'on aura en 2026 précisément à votre avis ? Alors, c'est pas que ça avance pas très vite. Au contraire, si on fait un peu le bilan et notamment sur le financement, les établissements là sont submergés par des réformes de financement. En 3 ans, on a réformé le financement des urgences, de la psychiatrie et maintenant des soins de réadaptation. Ça fait beaucoup et il faut quand même qu'on veille à la fois à l'équilibre des établissements et à la fois au fait que l'administration puisse mener des réformes sereinement. Par ailleurs, on est dans un contexte, vous l'avez dit, et puis on le réévoquera peut-être, dans un contexte où les établissements sont financièrement fragilisés, et notamment côté public, mais pas que public, mais on a des niveaux de déficit qui sont des niveaux de déficit qui sont importants. Oui. C'est quoi là-dessus, sur le déséquilibre des établissements publics, c'est quoi la cause à votre avis ? Il y a plusieurs causes. Il y a d'abord la sortie de la crise Covid où les établissements ont été très fortement accompagnés et par la prise en charge des surcoûts Covid et par ce qu'on appelle la garantie de financement et qu'il faut bien en sortir. Qu'il en coûte, le président a dit mardi que c'était fini. Et qu'il faut bien en sortir à un moment. Voilà. Et par ailleurs, oui, il y a eu des chocs d'inflation importants, un choc d'inflation important. Il y a des mesures salariales qui doivent être financées par l'établissement, alors qui sont bien évidemment compensées par l'État, mais tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, on a des établissements qui ont des niveaux de déficit qui nous inquiètent. Et la garantie de financement, c'est fini ou comment ça Oui, tout à fait. Alors, c'est différent. Il y a un système différent qui a été mis en place en 2023, qui s'appelle maintenant la SMA.
SMA, c'est-à-dire la sécurisation modulée à l'activité. Donc voilà, on aime bien les acronymes. C'est plus la T2A, c'est la SMA. Non, c'est plus la garantie de financement, c'est plus la GF, c'est la SMA. La T2A est toujours en place. Et donc, qui est, contrairement à une garantie de financement qui était à 100% sur les recettes historiques de 2019, on est passé à une répartition 70-30. En 2024, le PLFSS comprend toujours une mesure de sécurisation. On verra à quel niveau on la calibre, on n'en sort pas brutalement. Et donc, pour terminer, pour terminer sur la T2A, on est dans un contexte qui est quand même difficile pour nos établissements publics comme privés, et donc on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc l'idée de dire on y va progressivement et on a une cible en 2026, ça nous semble au contraire une cible raisonnable. Donc qu'est-ce qu'il y aura en 2026 pour répondre à votre question ? Il y aura probablement des activités plus importantes financées par une partie de dotation socle et plus à la T2A. Il y aura probablement une prise en compte des soins non programmés dans la tarification, ce qui ça est vraiment important pour nos établissements. Et il y aura des objectifs de santé publique plus ramassés, plus identifiés, avec des dotations de santé publique. Je vois que vous connaissez parfaitement vos dossiers, hein, même si Philippe essaye de vous poser des questions déstabilisantes. Mais en réalité, je voudrais quand même, moi, repartir de cet entretien passionnant, assez technique, que vous m'expliquiez ce que sont les dotations populationnelles. Et je voudrais également comprendre, par exemple, j'ai vu cet été qu'il y avait... j'ai vu cet été à Alès, vous savez que le ministre de la Santé est venu à Alès, capitale des Cévennes, hein, grande ville du monde. Il est venu à Alès et j'ai vu des dotations d'infirmiers à la durée, c'est-à-dire qu'en fait, on ne payerait plus les infirmiers à l'acte, mais on les payerait à la durée de leurs soins. Vous avez entendu parler de ça ? Des infirmiers libéraux ou des infirmiers à l'hôpital ? Libéraux. Non. Non, pas encore. Bon, et alors, sur les dotations... Attendez, sur les dotations populationnelles et après les urgences. Ouais, qu'est-ce que c'est une dotation populationnelle et est-ce que vous allez faire quelque chose ? Alors, les dotations populationnelles, c'est le fondement de nos nouveaux systèmes de tarification, donc notamment sur les urgences, sur la psychiatrie et sur le SMR. C'est quoi ? C'est de dire ces activités-là qui étaient avant côté privé entièrement financées prix de journée, hein, donc on reste un jour, on paye, etc. Vous voyez comment ça fonctionne. Et puis côté public, c'était de la dotation globale figée qui était reconduite d'année en année. On a supprimé ce double système et on dit que maintenant, ces activités-là sont tarifées partiellement sur une base d'activité et partiellement en fonction des besoins de la population. Donc la dotation populationnelle, c'est une dotation qui est répartie. Pour l'instant, oui, qui est répartie entre les directions des ARS en fonction de certains critères. Sur les urgences, il y a des critères. Sur le SMR, il y en a d'autres. Sur la psychiatrie, il y en a d'autres. Et c'est à la charge ensuite du DGDRS de distribuer ça entre ces établissements. Donc c'est à lui de voir, en fonction des besoins de chacun et dans les territoires dans lesquels ils sont, comment il peut répartir cette dotation. Donc c'est un changement de paradigme vraiment extrêmement important dans la structure financière des établissements, mais aussi dans la politique des ARS. Et c'est pour ça que c'est pas si facile à mettre en place. Alors les urgences, on en a parlé, c'est un cas difficile, surtout cet été. Donc la situation aux urgences reste particulièrement tendue. Alors vous dites, en tout cas le ministère dit, le SAS, service d'accès aux soins, sera opérationnel dans 50% du pays, mais sur le terrain, on n'a pas l'impression que ça se passe si bien que ça et que la moitié du pays est couvert. Alors aux urgences, le président de SAMU Urgences de France, Marc Noiset, préconise différentes mesures. Alors ces mesures, c'est drôle si je puis dire, c'est qu'elles paraissent pleines de bon sens. Il faut une nouvelle politique managériale, il faut un ratio de soignants, il faut revoir le maillage des services qui datent depuis des services d'urgence et des SMUR depuis des dizaines d'années. Il faut des mesures contraignantes, dit-il, dans les établissements pour faciliter l'aval si les établissements ne le font pas spontanément. Il faut une attractivité des gardes, simplifier la délégation de tâches. On a l'impression qu'aux urgences, tout se concentre, toute cette réforme, cette nécessité de réforme, et que ces mesures, on se demande pourquoi. La question est facile, évidemment. Pourquoi vous ne les prenez pas ? Pourquoi vous ne les avez pas déjà prises ? Il avait posé la question à son prédécesseur, à SAMU de France, qui était devenu ministre. Qui était François Braun. C'est pour ça, là, il se lâche là, un peu. On fait beaucoup de choses pour les urgences, et y compris beaucoup de choses avec Marc Noiset et les syndicats d'urgentistes qu'on voit très régulièrement. Et les urgences sont très emblématiques, d'abord parce que c'est là que se concentrent aujourd'hui beaucoup de nos difficultés. Bon, pas
seulement aux urgences, mais c'est un condensé, en tout cas ça se voit politiquement, et c'est aussi symbolique parce que c'est là qu'on fait le plus de choses, c'est-à-dire si on reprend tous nos leviers sur le financement, il y a une réforme du financement qui est en cours et qui a été bâtie en lien avec les urgentistes et qui objectivement va changer les choses. On prend en charge mieux les pathologies lourdes, on essaye de mieux valoriser la coopération avec la ville. C'est aussi là qu'on réforme l'organisation, et alors pour le coup, ils ont été totalement à la manœuvre avec nous, et une partie des choses qu'ils proposent vont être dans les décrets de médecine d'urgence qui partent au Conseil d'État, qui ont été travaillés avec eux et qui vont sortir d'ici la fin de l'année. C'est là qu'on crée des antennes, c'est là qu'on modifie aussi les réglementations sur le SMUR et notamment pour faciliter le maillage territorial. Et puis, c'est là aussi qu'on revalorise, puisque vous savez qu'il y a des mesures sur les suggestions nuit qui ont été annoncées par la Première ministre et par le ministre, et qui touchent notamment les gardes des médecins la nuit, les astreintes des médecins la nuit, et une revalorisation du travail de nuit des personnels non médicaux. Et ça, c'est quand même les urgences sont en premier lieu concernés. Tout ça est en cours. Ça a plu, ça a plu de mieux payer les urgences la nuit. Ça a plu. Oui. Cet été. Heureusement. Mais vous avez été obligé de le faire pour tout le monde. Ça s'arrêtait le 30... On le fait pour tous ceux qui travaillent de nuit. Voilà. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire, on n'a pas ciblé tout le monde, tout l'hôpital. On cible ceux qui, à l'hôpital, travaillent la nuit. La majoration urgence, c'était jusqu'au 31 août, et vous avez décidé de la prolonger le 30 août, je crois. Alors non, on a décidé de le prolonger depuis toujours, puisque le président de la République, le 6 janvier, a dit très clairement, tant qu'on ne prend pas de mesures structurelles, celles qui ont été annoncées par la Première ministre à compter du 1er janvier 2024, on prolonge les mesures en cours. Donc il n'a jamais été question de suspendre des mesures. En revanche, prendre des arrêtés, des décrets, c'est toujours un peu long dans l'administration, donc on l'a fait en début d'été. Après, il ne vous aura pas échappé qu'on a changé de ministre, donc il faut recommencer les process, notamment de signature. Et donc ces arrêtés, ces textes, ils sont parus au JO de vendredi matin. Donc les mesures en place sont prolongées jusqu'à la fin de l'année. Voilà, le SAS, il y a un discours des pouvoirs publics assez, ça y est, ça avance, etc. Sur le terrain, on voit que c'est difficile. Les médecins libéraux disent on a dégagé des plages horaires dans notre calendrier, mais on n'a pas d'appel. Les hôpitaux disent on manque de tâcher d'urgence. C'en est où exactement? Est-ce que ça Alors le SAS, d'ailleurs, on a l'impression que c'est une bonne solution, mais que justement là, c'est intéressant parce que ça fait travailler vraiment la ville et l'hôpital ensemble, et on a l'impression que ça coince. Oui, on dit le SAS, pas le SAS. Ça, c'était lecture d'adolescents. Oui, c'est pour ça. Oui. Donc effectivement, j'aurais dû le citer d'ailleurs dans les mesures organisationnelles urgences, parce que vous avez raison, c'est très emblématique. Donc je crois qu'il ne faut pas dire blanc ou noir. Le SAS, comme vous l'avez dit, c'est objectivement une excellente idée qui est partagée avec les urgentistes, mais aussi avec les médecins libéraux avec lesquels on a beaucoup discuté. C'est ce qui se permet demain de mieux faire travailler la ville et l'hôpital, et de façon ordonnée et coordonnée. Que quelqu'un, un patient, partout sur le territoire, lorsqu'il a une urgence, ne se disperse pas et n'aille pas frapper à plusieurs portes. Il y a une seule porte, et c'est cette porte qui décide si l'urgence est grave et suffisamment importante pour aller à l'hôpital, ou si elle peut, au contraire, être prise en charge en ville. Donc aujourd'hui, il y a plus de 50% du territoire qui est couvert. À la fin de l'année, il y aura près de 100% du territoire qui est couvert. Les SAS ouvrent, et dans la plupart des cas, ça se passe bien. Ce qu'on entend, c'est là où ça se passe mal. C'est vrai, il y a des endroits où c'est plus compliqué que d'autres. D'accord. 50% de couverture du territoire, est-ce que ça veut dire... De la population, pardon. Oui, mais est-ce que ça veut dire que 50% de la population, est-ce que c'est dans 50% des cas, ça marche? C'est couvert? On n'a pas l'impression qu'on entend, Ceux qui sont en place marchent. Ceux qui ne marchent pas, c'est ceux qui sont justement en gestation, la fameuse autre moitié, qui d'ailleurs c'est plus de 50%. Je crois qu'on est à 58% aujourd'hui de couverture de la population. Ça marche. Mais ceux-là, ils fonctionnent. Ceux qui ne fonctionnent pas, c'est ceux qui sont en gestation, sur lesquels il y a des problèmes, parce qu'effectivement, il peut y avoir localement des tensions entre la médecine libérale et l'hôpital. Oui, simplement là-dessus. Comment fait-on avec ceux qui ne marchent pas quand on est directrice on discute. Quand on est chef et on force un peu? On discute, on échange pas mal avec le ministre et son cabinet, parce que c'est quand même des sujets très politiques. Pas avec les régions. Oui, non, je demandais sur le terrain, quand ça marche pas, vous dites il faut que ça marche. Ça remonte, en fait, comme c'est très politique, c'est ce que je dis. Sur le terrain, localement, les DG d'ARS, lorsqu'ils ont un problème important, lorsqu'il y a par exemple des grèves locales ou des médecins qui refusent de participer au SAS, ou des urgences des SAMU qui sont bloquées à cause de ça, ça remonte très vite au niveau national. Oui, je voulais parler des autorisations, on fait après. Non, on va faire le sondage. Pour finir avec les urgences, les assistants de régulation médicale, ils n'étaient pas contents depuis quelques mois.
Vous allez dénouer. On va le en sujet. sortir, oui, on va en sortir. On y travaille. Vous allez les augmenter, donner leur On y travaille, c'est vrai. Je pense que reprendre la santé. le ministre va dénouer la situation dans les jours qui viennent. Oui. D'accord. Alors, que pensent les Français de l'accès aux soins ? Alors c'est intéressant parce qu'on a fait donc un sondage qu'on va nous présenter Renaud Degas et on a comparé à d'autres sondages parce que les comptes pour la santé existent depuis 6 ans maintenant. Donc on a pu comparer l'évolution. Renaud, à toi. Oui, bonjour. Je remplace Odile Pexoto qui ne peut être avec nous ce matin, donc la directrice de la partie santé de BVA. Peut-être un petit point sur le baromètre que l'on tient depuis décembre 2017 avec la satisfaction des Français par rapport à l'action du gouvernement sur la santé. Alors, vous n'avez pas de chance, vous êtes le jour où c'est le plus bas. Désolé, donc il n'y a que 25% qui estiment que le gouvernement va dans le bon sens. Vous n'êtes pas obligé de commenter. Voilà, non, là c'est juste un point de sondage, sachant qu'on est parti en décembre 2017 à 43% qui pensaient que ça allait dans le bon sens. Donc voilà. Donc c'est la courbe qui ne va pas tellement dans le bon sens, elle. Pour revenir sur le sujet du jour, forcément, c'est pas un scoop, hein, ce que pensent les Français, c'est qu'ils sont inquiets, ils pensent que ça se dégrade. La comparaison des chiffres est faite avec un sondage qui a été fait en décembre 2018. Et le premier sujet d'inquiétude, c'est la difficulté à obtenir un rendez-vous avec les spécialistes. En 2018, c'était quand même déjà 43% de difficultés. Là, on est à 48%. Donc, près de la moitié de la population qui estime avoir des difficultés. Globalement, en fait, cette dégradation concerne à peu près quasiment tous les postes, puisque pour un rendez-vous d'examen, surtout en imagerie, on est passé de 18% de difficulté à 31%. Pour trouver un médecin traitant, honnêtement, moi je pensais que ce serait plus important, mais on est passé de 17 à 27% de difficulté, mais quand même plus d'un quart de la population. Tout est comme ça, et surtout il y a un chiffre moi qui m'a interpellé, c'est que globalement on est passé de 25% de satisfaction de sa prise en charge à 13%. Alors, ça dit quelque chose d'une ambiance sur l'offre de soins. Alors le sondage ne s'est pas arrêté là, heureusement. Il est allé sur le sujet des solutions. Et je dirais que votre message est entendu, c'est-à-dire que les Français ont compris que ce n'était pas une recette magique, mais un ensemble de mesures qui pourraient aller dans le bon sens. Donc en gros, autour de 75% des Français estiment que les prises en charge d'actes par les pharmaciens, ils ont très bien joué les pharmaciens, ils se sont bien placés dans l'esprit des Français. Donc les Français estiment que leur confier des actes, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Une meilleure aussi coordination entre les établissements de santé et médecine de ville, on vient d'en parler, donc ça c'est bien dans les esprits. Tout comme, alors ça c'est un peu une tarte à la crème, mais plus de professionnels de santé. Alors moi je sais que j'ai toujours entendu qu'on avait quand même un pays qui était parmi le taux de professionnels de santé le plus important par la population. J'ai toujours pas compris comment on arrivait à cette situation, mais bon, ça c'est un mystère. Et puis il y a quelque chose qui m'a fait sourire, mais bon, c'est une ancienne, c'est l'arrêt des dépassements d'honoraires. La population estime que ça arrangerait beaucoup les choses. Et puis par contre, quelque chose qui est plutôt en bas de tableau, alors on est à plus de 50% des Français, quand même, 61% des Français, estiment qu'une des actions, les actions importantes, ce serait en matière de prévention, de promotion de la santé. Je pense peut-être que là, il y a quelque chose en éducation à la santé qui est à progresser, parce que visiblement, c'est une des pistes fortes estimées par les professionnels pour améliorer la situation. Et je voudrais finir, alors le sondage finit par comment dire, une estimation un peu globale du système de santé, qui montre une chose, c'est que les Français estiment que ça se dégrade, que ça va pas, etc., etc., mais ils y tiennent beaucoup, quand même. Voilà. Voilà. Et c'est quand même quelque chose, ils estiment quand même que c'est un des rares systèmes dans le monde qui permet d'être correctement couvert pour la maladie. Et donc, il y a quand même un attachement au système tel qu'il est aujourd'hui, qu'ils estiment tenir aujourd'hui essentiellement par l'engagement des professionnels de soignants. Donc c'est peut-être un effet Covid qui reste permanent, mais en tout cas on estime que si le système tient, c'est grâce aux soignants. Et d'autre part, un autre point intéressant qui peut-être relativise un peu
le poids ou la charge mentale que vous pourriez avoir, c'est que 82% des Français estiment que le système de santé est le reflet de la société, c'est-à-dire qui craque ou qui bouge un petit peu partout, et que le système de santé ne fait que suivre ce mouvement. Après, pour l'anecdote, vous savez, ça fait référence à ces sondages où les Français eux-mêmes s'estiment heureux dans leur vie, mais estiment que la France va mal. Et bien là, la France est peuplée de gens qui vivent au paradis alors qu'ils se croient en enfer. Ça, c'était la proposition. Et il y a 56% des Français qui sont d'accord avec cet axiome. Sylvain Tesson, commentaire ? C'est sûr que c'est pas des chiffres satisfaisants, voilà. Mais donc et qu'on sait bien aujourd'hui, d'abord on sait bien qu'on est en difficulté et on sait bien aussi quelle est la perception et on le voit, hein, cette perception qui se dégrade sur en réalité l'accès aux soins sur nos territoires et la perception qu'en ont nos concitoyens. Moi, ce que je retiens, c'est que les propositions de réponse, ce qui est mis en avant, on voit bien, il y a beaucoup de choses qui sont liées à la démographie, le fait d'avoir accès à un médecin, d'avoir des délais de rendez-vous corrects, et que ça fait partie de tout ce que j'ai évoqué en début d'entretien. Donc il n'y a pas une seule solution, il y en a plusieurs. Et quant à la prévention, je crois que c'est intéressant que ce soit mis en avant dans le sondage, et vous le savez que c'est un des objectifs majeurs pour notre nouveau ministre. Pour un dirigeant comme vous du système de santé, pour une dirigeante comme vous, Renaud parle du poids mental. C'est dur, c'est dur d'essayer de travailler sur ces sujets-là et de voir que c'est aussi difficile, parfois décevant, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance finalement des citoyens ou pas assez sur l'action publique. C'est pas forcément facile, mais c'est en même temps passionnant, parce qu'on voit qu'on a beaucoup de travail, on a des choses à faire, et moi je crois qu'on peut arriver à améliorer les choses. Alors de façon encore une fois très modeste et pragmatique, hein, on va pas faire le grand soir, mais je pense que du coup ça fait qu'on se sent utile. Je vous pose une question plus technique sur la réforme des autorisations. On en entend beaucoup parler dans ce secteur-là. Ça touche plusieurs secteurs, ça touche évidemment la radiologie, ça touche la cardiologie, ça touche la chirurgie, également les soins de maladies chroniques, par exemple la maladie rénale chronique, enfin c'est plein de chantiers. Et quand celles et ceux qui nous suivent savaient que nous vous rencontrions ce matin, ils nous disent mais oui, mais notre secteur ça avance pas assez en maladie rénale chronique, pas en chirurgie, la cardiologie où on en est, il y a les PRS dans les plans PRS, plans de régionaux de santé, etc. Voilà, et tout ça n'avance pas, c'est compliqué, on voit bien que c'est important. Et même le patron de l'hospitalisation privée aimerait que ça soit automatique. La réforme des autorisations. Alors, comment on sort de ça ? Vous répondez ? Alors il y a deux questions différentes sur le fait que ce soit long. Ouais. C'est des réformes compliquées, complexes, hein, qui objectivement arrivent à leur terme, puisqu'on a réformé une très grande partie de nos autorisations, donc notamment la chirurgie, la cardiologie que vous citiez, c'est fait, les décrets sont sortis, les instructions sont sorties, et dans les PRS, là, au 1er novembre, les DGDRS vont rendre public leur PRS et vont ouvrir des fenêtres d'autorisation nouvelles pour tout un tas d'activités. Donc au contraire, la réforme, elle est vraiment massive. Sur la radiologie, je serai un peu plus modeste parce qu'effectivement, c'est encore en cours de discussion. Et sur l'insuffisance rénale chronique, c'est encore un autre sujet. On a un sujet plus large, je pense, auquel font allusion notamment les associations de patients, et un sujet financement qui est plus large que celui des autorisations. Donc non, c'est une réforme qui se met en place, qui est pour le coup révolutionnaire, hein, dans plein de secteurs, notamment ce qu'on fait sur le cancer avec l'instauration de seuils, et de seuils qui sont différents de ceux qui existaient avant. C'est vraiment, et ça va considérablement améliorer la qualité des soins. Juste sur un point sur ce que demande la FHP, des autorisations à renouvellement automatique, ça marche pas. C'est-à-dire, ça ne permet pas au DGDRS de répartir les soins sur son territoire comme il en a envie. Aujourd'hui, on veut quand même faire évoluer l'offre sur les territoires. C'est à ça que sert la réforme des autorisations.
En revanche, Donc ça ne sera pas automatique. Non, il n'y a pas de renouvellement automatique et il n'y en aura pas, c'est un non-sens. En revanche, on met tout en œuvre, y compris en lien avec la FHP, je leur ai encore dit la semaine dernière quand je suis allée les voir à Bordeaux. On travaille sur de la simplification et on va considérablement, et on a déjà et on va considérablement simplifier les procédures qui faisaient peur et qui semblaient trop lourdes et aux établissements et aux ARS. Donc ça, c'est un travail conjoint qu'on mène avec les fédérations. Sur les seules d'activité, que ce soit dans le public ou le privé, donc c'est un sujet qui est ancien. Agnès Buzyn y avait beaucoup travaillé. Donc l'idée, c'est de remonter un peu l'activité pour avoir une autorisation d'intervenir. Est-ce que, c'est bien évidemment, ça va peut-être pas assez loin, disent certains, mais est-ce que vous avez les moyens de contrôler le respect de ces seuils d'activité? Parce que si on dit que c'est de l'urgence, on sort un peu des autorisations. Sur le terrain, comment ça se passe, le respect des seuils d'activité? Sur le terrain, c'est le DG DRS qui est en responsabilité de voir où elle implante des structures et à quel niveau de seuil et comment après elle le contrôle. Elles ont 2 ans quand même pour que les établissements puissent se mettre en ordre de marche sur ces nouveaux seuils qui, dans certains cas, et notamment par exemple, on cite toujours le président de l'INCa cite toujours le cas du cancer de l'ovaire, ça va changer quand même beaucoup de choses, ça va restructurer notre offre de soins sur le territoire. À vous entendre, on a l'impression que et puis peut-être également votre ministre, Aurélien Rousseau, on a l'impression que les ARS remontent un peu elles sont en forme, un peu plus en forme qu'elles n'étaient à un moment où elles étaient très critiquées. Et aujourd'hui, vous vous appuyez beaucoup sur les agences régionales de santé, c'est vrai? C'est une impression? Droit à dérogation? Oui, notamment. Complète. Oui, non, tout à fait. Aujourd'hui, il y a une volonté très forte de dire qu'il faut que tout ce qui est besoin de santé et adaptation de l'offre vienne des territoires. Et aujourd'hui, les territoires, c'est notamment les ARS. Droit à dérogation. Vous savez qu'il y a eu un décret, voilà. Donc on a mis les choses en place, donc comme tout droit qui est très attendu. Peuvent prendre des mesures qui ne sont pas dans la loi, sortir de la réglementation. Qui ne sont pas dans le décret. Dans le décret. Voilà. C'est bien le sujet, c'est que certains nous reprochent de ne pas être aller assez loin sur ce droit à dérogation, parce qu'il était très attendu et par définition un décret, ça déroge au décret, mais pas à la loi. Donc il y a certains cas où on a des remontées encore une fois, est-ce qu'on peut aller plus loin? Donc on va regarder au cas par cas comment on peut avancer là-dessus. Télémédecine et télésurveillance. Alors la télémédecine, la téléconsultation a explosé pendant le Covid. Tout le monde était très content. Maintenant, c'est revenu à un étiage un peu plus bas. Alors l'assurance maladie a plutôt tendance à vouloir freiner, en particulier pour les arrêts de travail. Et puis il y a la télésurveillance aussi qui est là, est rentrée dans le droit commun. Là, on voudrait que ça monte parce qu'on voit qu'il y a plein de possibilités pour mieux prévenir les complications de certaines maladies. Alors, quel est votre regard sur la télémédecine, sur la téléconsultation et la télésurveillance? Est-ce qu'il faut freiner? Est-ce qu'il faut encourager? Est-ce qu'il faut modifier? En d'autres termes, il y a eu une dynamique. Comment finalement ne pas la casser? C'était ce que je voulais dire, absolument, oui. Non, c'est des très bonnes questions. La télésanté, donc avec tout ce que ça recouvre derrière, effectivement, téléconsultation, téléexpertise, c'est la deuxième partie, excusez-moi, télésurveillance, etc. Donc tout ça, c'est une opportunité extraordinaire pour notre système de soins. On l'a vu pendant le Covid, mais on voit que c'est une opportunité aussi pour renforcer tout ce qui est suivi, offre de proximité. Voilà. Donc bien évidemment, c'est une dynamique qu'il ne faut pas casser. Il n'empêche qu'il y a des étapes différentes dans un processus de montée en charge, et qu'après l'explosion et le développement, il faut qu'on regarde comment on peut réguler un peu tout ça. Et donc c'est pas du freinage. Quand vous dites l'assurance maladie freine, je pense pas que ce soit du freinage. Pour les accidents de travail, en tout cas. Oui, pour les arrêts de travail, oui, tout à fait. Mais c'est de la régulation, c'est d'essayer de faire des choses en lien avec les acteurs qui soient raisonnables. Mais non, la télésanté, ça reste une opportunité formidable et il faut que ça le reste. Alors, il y a 36 sujets. Et alors maintenant, je voudrais vous parler d'écologie. Est-ce que la santé publique, l'écologie, le Global Health, le One Health, est-ce que ça intéresse la direction générale de l'offre de soins? Est-ce que vous êtes également engagé dans ce que l'on considère comme une grande affaire des années ou des dizaines d'années qui viennent? D'ailleurs, le président de la République, c'était moyennement clair. Enfin, Philippe peut-être a mieux compris, mais il a parlé de l'importance du virage écologique en citant un peu la santé également. Enfin, qu'est-ce que c'est vos décisions, instructions? Des mesures santé dans le Qui c'est qui va les porter? C'est vous, la planification écologique?
Alors, là aussi, il y a plusieurs questions. Tout ce qui est Global Health, One Health, bien évidemment, il faut qu'on soit, nous, impliqués, puisqu'on est la direction de l'offre de soins. Donc, si l'offre de soins n'est pas impliquée là-dedans, c'est compliqué. Après, vous savez que c'est la direction générale de la santé qui est en lead sur tout ce qui est prévention, One Health, tout à fait, qui est un nouveau directeur, qui est en lead sur tous ces sujets-là. Sur la planification écologique, il y a une feuille de route qui a été tracée par la ministre Agnès Firmin-Lebaudot. On en a peut-être parlé quand elle est venue ici. Donc, il y a plusieurs mesures. On a 7 grands axes, etc. On sait que le système de santé, il contribue à hauteur de 8% pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on ne peut pas s'en satisfaire et il faut avancer. Donc, dans la liste de mesures qui est présentée et qui est suivie au niveau du cabinet de la ministre, oui, il y a beaucoup de choses, bien évidemment, qui sont à la DGOS, mais pas que. Il y a des choses qui sont à la CNAM, il y a des choses qui sont dans d'autres directions. Donc, nous, on est mobilisés sur ce qui concerne notamment les hôpitaux. La prise en charge, par exemple, des déchets, l'usage du plastique, le numérique, voilà. Donc tout ça, les médicaments utilisés par nos établissements. Parce que c'est une voie de supprimer l'usage unique. Alors vous savez que dans le PLFSS, il y a une expérimentation là-dessus, parce que oui, on voudrait avancer nous là-dessus. Alors là, c'est très copartagé avec mes collègues de la DGS, justement, qui eux sont très sur les aspects par définition comme nous, mais c'est eux qui sont en lead sur tout ce qui est sécurité, voilà. Nous, on voudrait progresser. On pense qu'aujourd'hui, nous à la DGOS, on pense qu'aujourd'hui, là, il y a un champ très large pour progresser, notamment en matière de planification écologique. Construction des hôpitaux également. Bâtiments, effectivement, c'est crédit bâtimentaire. Chauffage. Question de Renaud Degas, recueillie sur LinkedIn ou ailleurs. Oui, sur LinkedIn. D'ailleurs, pour ceux qui regardent l'émission sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, comme toutes les petites chaînes YouTube, on a besoin d'abonnés pour être repéré par les algorithmes. Donc voilà, vous nous rendrez service. Sur les questions, je vais les résumer en une seule. C'est par rapport au changement que l'on voit sur le terrain. On a évoqué l'évolution des champs des métiers, l'évolution de la tarification et du paiement des professionnels. Ça a l'air d'être les deux leviers actuellement assez forts dans la transformation en fait des offreurs de soins. Il y a des résistances, on l'a vu avec les médecins, et on voit bien l'addition d'un certain nombre de mesures, mais il semble manquer une vision sur le point d'atterrissage. Je ne parle pas au point de vue du système global, mais des métiers eux-mêmes. Et du coup, on a l'impression qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une course à l'échalote avec des gagnants. Pour l'instant, on a l'impression que c'est les pharmaciens et les infirmiers libéraux qui, en ville, conquièrent du terrain. Et puis, il y en a ceux qui ont peur d'en perdre, comme les médecins. Il y a un certain nombre de propositions pour qu'il y ait un travail en commun, pour que chacun puisse se situer dans l'évolution du système. Comment vous, du côté des GOS, vous pensez gérer le changement, en fait, comme dans des grosses entreprises qui doivent faire des révolutions, c'est un petit peu ça. Comment vous accompagnez le changement, ou vous pouvez accompagner le changement par rapport à des professionnels qui, souvent, traduisent leur inquiétude par des résistances? La gestion d'un système complexe. C'est un devoir de Sciences Po, ça, ou de l'ENA? On travaille au maximum en lien avec les représentants des professionnels. C'est comme ça qu'on peut apaiser les inquiétudes et essayer d'arriver à coopérer et avoir un maximum de renforcement de la coordination. Après, je ne vais pas vous dire que c'est quelque chose qui est facile. Vous trouvez qu'il y a un consensus, ou au contraire, vraiment c'est la guerre entre... Comment vous la jugez, vous, là, en ce moment? Un consensus ou la guerre entre... on peut voir quand même les choses qui s'améliorent. Enfin, il ne faut pas non plus... Plein de choses se font. Je pense qu'il y a quand même un consensus pour dire, encore une fois, qu'il faut être pragmatique, parce qu'on est dans une situation compliquée où aujourd'hui on manque de temps médical. Ça, c'est un constat qui ne peut être que partagé par tous. Et que donc, face à ce manque de temps médical, il faut qu'on arrive à mieux faire travailler les professionnels ensemble. Voilà, ça c'est le consensus. Mais après, une fois qu'on essaye de mettre en place des choses profession par profession et en regardant les compétences de chacun, oui, il y a des inquiétudes qui peuvent se faire jour. Il y a parfois aussi un peu d'agitation pour la forme, et puis après ça passe, non ?
Comment vous regardez Oui, ça? on arrive à faire des choses. En tout cas, aujourd'hui, on n'est plus dans la même situation qu'il y a 5 ans. Donc, les protocoles de coopération sont beaucoup accrus ces dernières années. Il y a des mesures en parallèle normatives et réglementaires. Donc, on avance. Après, est-ce qu'il y a une stratégie globale? En tout cas, il faut qu'il y en ait une. Il faut qu'on arrive à atterrir sur une répartition des tâches et une délégation des tâches entre professionnels qui soit aujourd'hui plus lisible et plus massive qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors justement, Marie Daudet, pour faire face à toute cette complexité, vous travaillez une réforme de la DGOS, vous voulez modifier votre organisation. Pourquoi? Quelles étaient les insuffisances? Quelles étaient les difficultés? Et vous voulez arriver à quoi? Cette direction, qu'est-ce que vous voulez en faire? Alors c'est un très gros chantier effectivement qu'on a engagé maintenant avec un calendrier qui est resserré puisque je souhaiterais qu'on puisse atterrir sur une nouvelle organisation d'ici la fin de l'année et qu'on puisse donc la mettre en place. Fin de l'année 2023. Oui, tout à fait. Et qu'on puisse la mettre en place à compter du premier trimestre 2024. Donc pourquoi on s'est lancé dans cette réorganisation? Elle suit 3 objectifs. Aujourd'hui, moi quand je suis arrivée il y a une petite année, j'ai pu constater quand même que d'abord la DGOS est une direction très engagée avec des agents qui travaillent beaucoup et qui sont très impliqués, des agents qui ont une très grosse charge de travail. Et quand 260 collaborateurs. Tout à fait. Et quand on regarde notre organisation, on voit qu'elle est extrêmement resserrée dans des sous-directions qui sont très importantes. Par rapport à mes collègues d'autres directions d'administration centrale, c'est pas toujours pour se comparer, mais moi, à la DGOS, alors même qu'on a quand même des dossiers importants et nombreux, j'ai 3 sous-directions métiers. Okay, une qui s'occupe à la fois de l'offre et du financement, une qui s'occupe des ressources humaines et une qui s'occupe de tout ce qui est dit performance, donc ça va de la recherche aux coordinations en passant par le numérique. J'ai 3 sous-directions métiers, là où à la DSS, ils en ont 6 par exemple, ou à la DGS, ils en ont 5. Donc aujourd'hui, ça fait qu'on a des sous-directions qui sont très peu pilotables. On a notamment cette sous-direction régulation qui gère à la fois toute l'offre hospitalière et tout le financement. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à avoir des sous-directions plus petites, plus légères. Et ça nous permettra d'éviter les coûts de coordination qu'on a entre nous et avec nos partenaires. Aujourd'hui, la ville, par exemple, à la DGOS, elle est suivie dans 3 sous-directions. Donc, quand on doit discuter avec la CNAM, on arrive, on est nombreux. C'est mieux si on a une seule structure qui puisse être l'interlocuteur. Donc on évitera des coûts de coordination, on sera plus lisible pour nos partenaires et on va, parce que ça c'est un de mes objectifs les plus importants, alléger la charge de travail de mes collaborateurs. Aujourd'hui, être un chef de bureau qui souvent sort de l'école en plus de l'INSP, un chef de bureau de 25 personnes avec 3 adjoints, c'est trop lourd. Et c'est trop compliqué. Et est-ce que vous travaillez aussi à une meilleure coordination entre les directions? Parce que quand vous dites à la DGOS, un médecin libéral ou un libéral a 3 interlocuteurs, et puis il en a aussi à la DSS, et puis il en a aussi à la DGS, on dit que c'est une succession de directions qui ne travaillent pas forcément ensemble, et en tout cas pour les acteurs du système de santé, c'est compliqué. Est-ce qu'avec les autres directions, vous travaillez à une meilleure harmonisation? Oui, et comme notre émission va se terminer dans quelques instants, peut-être un commentaire sur votre travail avec les agences régionales de santé. Nous ne l'avons qu'abordé. Alors d'abord la première question, mais ça va de soi, c'est logique d'ailleurs, entre directions et avec les ARS. Alors entre directions, bien sûr, le process il est toujours améliorable. Par définition, quand on est plusieurs, il faut on a des coûts de coordination. Vous voulez l'améliorer? Alors tout à fait, on veut l'améliorer et on a notamment identifié des champs de partage de compétences sur lesquels il faut qu'on travaille ensemble. Donc avec la DGS très clairement et la DSS, il y a le médicament, la recherche avec la DGS, la ville avec la DSS. Donc on essaye de travailler ensemble. Le secrétariat général est impliqué dans la réorganisation de la DGOS. Donc on se voit en interdirection pour essayer de voir comment on peut soit regrouper certaines thématiques, soit essayer de travailler avec des passerelles plus efficaces. Donc bien évidemment, c'est quelque chose qu'on a en tête. Et dernière question. Non, ARS, parce qu'il pose une question, il n'attend pas la réponse. Et sur les ARS, bien sûr, c'est un de nos objectifs essentiels, y compris dans la réorganisation. D'ailleurs, moi j'aimerais qu'on puisse renforcer notre interface avec les DG d'ARS. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur et qu'on fait tous les jours. On nous dit parce que nous on écoute, Philippe et moi, enfin surtout moi, on écoute ce qui se dit en France entière. On dit que ces ARS sont trop importantes, les régions sont trop grandes, enfin, etc. Quel est votre sentiment là-dessus, puisque vous réorganisez tout? Le fait que les régions soient trop grandes, c'est pas la faute des ARS. Aujourd'hui, je pense qu'encore une fois, il faut laisser, il faut que les compétences montent en charge justement de ces grandes régions. Ça s'est fait, c'est pas lointain, mais c'est pas
Je veux dire, c'est pas tout récent, mais c'est pas non plus lointain. Donc, il faut que ça monte en charge. Et non, aujourd'hui, nous, on s'appuie sur les DG d'ARS, sur les ARS, et on veut pouvoir continuer à le faire. Il faut progresser dans cette voie. Est-ce que vous voulez leur donner plus d'autonomie ? Comment ça se passe ? J'ai l'impression que les ARS, c'était le bras armé du ministère. Il fallait qu'ils exécutent. Est-ce que là, il y a une vraie tendance de plus d'autonomie pour être plus en relation avec les acteurs du système de santé sur chaque territoire ? Tout à fait. Il y a plus d'autonomie. On le voit à travers le droit à dérogation. Nous, on essaye de globaliser de plus en plus les enveloppes qu'on leur délègue en campagne budgétaire. Le CNR, les CNR santé et les CNR territoriaux ont donné vraiment la main aux DGDRS. Oui, ils existent et ils se sont saisis de l'outil. Et dans certains territoires, ça fonctionne très bien, notamment en lien avec les élus. Donc oui, il y a une volonté de faire en sorte, encore une fois, que les décisions soient rapprochées du territoire et que les DGDRS aient une colle aux besoins de leur territoire. Oui, c'est vrai. Les CTS, c'est important parce qu'on n'en a pas parlé des CTS qui est dans la PPL Valtou. Est-ce que vous pensez que ça va se mettre en place, les conseils territoriaux de santé, où se prendront les décisions justement sur chaque territoire ? On en est où les CTS ? Alors aujourd'hui ça existe, le député... Ça n'intéresse personne. Le député Valtou veut leur donner plus d'importance. On va voir comment la loi chemine au Sénat. Il n'empêche que c'est le DG d'ARS qui, aujourd'hui, dans sa région, doit avoir une vision globale des besoins de son territoire et faire le lien avec les différents acteurs, que ce soit les usagers ou les élus. Donc c'est l'ARS, donc c'est très jacobin ce que vous venez de dire. Enfin, jacobin... non, parce que les ARS, c'est des services déconcentrés. Oui, je voudrais simplement un commentaire de votre part, parce qu'on n'a pas le temps, malheureusement, là, l'émission se termine. On nous dit souvent, enfin, nous avons le sentiment que en France, on donne beaucoup pour le soin. Enfin, c'est vraiment une préoccupation et peut-être au détriment de l'innovation, de la recherche. C'est-à-dire, en fait, du temps long. Les rapports, notamment le dernier, Fischer, étaient quand même pas très élogieux, ce que l'on a vécu pendant la crise du Covid, etc. Et les contre-performances de notre système d'innovation et de recherche. Un commentaire, on n'aura pas plus de temps. Une dernière question avant la conclusion. Allez-y. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai problème. La France, Innovation 2030, ça progresse ? Il ne faut pas opposer les sujets et les traiter de façon orthogonale. Les deux sont importants. Aujourd'hui, il faut de l'argent pour le soin et on a suffisamment discuté pendant 1 heure de toutes les difficultés qu'on traversait. Et il faut bien évidemment des crédits sur la recherche, sur l'innovation. Et notre système de santé, il s'en sortira aussi s'il y a des financements suffisants sur la recherche et l'innovation. Et France 2030, en cela, est un appui, oui, bien sûr. Alors on arrive au terme de... Non, Pascal, c'est fini. Il ne faut pas que tu sois orthogonal. Non, absolument. Non, une dernière petite question quand même. On l'a vu, la difficulté de réformer. Alors, c'est pas nouveau, mais vous êtes là depuis 1 an. Comment vous expliquez cette difficulté de réformer ? C'est de la faute... Enfin, on va être faute, mais c'est... Le système est tellement silo. Pourquoi cette difficulté à réformer le système de santé ? D'abord, j'ai pas forcément le même constat. C'est le système de santé. À la fois, on peut avoir l'impression que les réformes prennent du temps, que c'est compliqué et qu'il y a plusieurs parties prenantes à gérer, mais ils se réforment sans arrêt. Je veux dire, si on regarde autour de nous en termes de politique publique et de système, je pense que le système de santé est celui qui a subi, et pas que subi, qui a mené des réformes d'immense ampleur ces dernières années. Que ce soit sur les études médicales, on a réformé les 3 cycles d'études médicales. Et on veut on va réformer. Ça, je ne sais pas, on verra, mais en tout cas, voilà, on fait le bilan. On va réformer, on s'est lancé dans une énorme refonte de la formation et des métiers infirmiers. On réforme le financement, je l'ai dit tout à l'heure, de plusieurs secteurs, et là, on s'attaque au financement du MCO. On réforme tout ce qui est organisation, les CPTS, les structures d'exercice coordonné, ça n'existait pas il y a quelques années. Donc, on se lance dans des réformes qui sont majeures et auxquelles il faut laisser le temps de se mettre en place. Donc je ne dirais pas qu'on a du mal à réformer, je dirais qu'on réforme tout le temps. Alors peut-être qu'il faudrait de temps en temps aussi faire une pause et faire le bilan de ce qu'on fait, et ça il faut qu'on arrive à mener les deux de front. On réforme tout le temps et donc effectivement par définition, comme il y a beaucoup de sujets, beaucoup de réformes, ça peut tirailler avec les acteurs, mais on essaye d'avancer le mieux possible. C'est la raison pour laquelle on pose plein de questions et 1 heure c'est court. Hein. Merci beaucoup. Merci Marie Daudet. Merci aux équipes, Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel Tay, Nathan, à la veille des acteurs de la santé, à Hortus, à LDC Santé. Merci à nos partenaires, BVA, Groupe Assure Mutualité, MSD, Point Vision et CARE. Et merci Pascal. Philippe et Marie Daudet, ça c'est une petite question pour Léna. La démocratie n'est... Hein ? Ah oui, l'ex-Sénat, Sciences Po. La République n'est pas un régime de consensus mais de conflit. Qui a dit ? La démocratie. La démocratie n'est pas un régime... retenez. La République ou la démocratie ? La démocratie n'est pas un régime de consensus mais de conflit. François Furet, au revoir. Merci et au mois prochain.